Imaginez une course en enfer. J'ai glissé, chef. Le temps est magnifique. 1000 motos et un circuit infranchissable. C'est quoi ce bordel? Génial! Avoir beaucoup de chance. Moi, je me casse. Ou moins et abandonner à quelques mètres de l'arrivée. Mais c'est invraisemblable. Voire même la passer comme ça. Je demande tout de suite à Jean-Jacques Étranger de nous retirer. Oh là là, c'est super! Fantastique, quel exploit! C'est lui, c'est lui. Vous venez de tomber sur le récit des courses les plus folles. Des conditions climatiques impensables, des tracés qui défient la logique. Dans ce nouvel épisode, plongeons encore plus loin dans les pires ou les meilleures courses de l'histoire. Ouais, j'ai encore des histoires de fous à vous raconter. Alors comme la dernière fois, prenez un petit temps, de quoi vous détendre, parce qu'aujourd'hui on part à la rencontre des courses les plus dingues et vous serez bien mieux assis que là-bas. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Ah bah je suis ravie! Merci évidemment pour le premier épisode. J'en profite pour faire un petit placement de produit pour moi-même. Déjà, avant que la vidéo commence, vérifie que tu es bien abonné parce que 90% d'entre vous le sont pas. Voilà. Et aussi, à côté du bouton s'abonner est apparu le bouton rejoindre. C'est tout simplement un abonnement payant pour ceux qui aiment bien les vidéos et qui souhaitent soutenir la chaîne. Si vous cliquez sur le bouton, vous allez découvrir tous les avantages, parler ensemble, vidéos exclusives, avant-première et même des petits emojis. En vrai, le but c'est surtout de m'aider à produire mes vidéos. Merci infiniment à tous ceux qui soutiendront la chaîne avec ce bouton et messieurs dames, accrochez-vous, ça va secouer. Direction le rallye. Que ce soit par leur vitesse, leur précision, les sauts, et même parfois, il faut bien le dire, les crashs. Attention! À la boulette. Cette discipline m'a toujours fasciné, encore plus lorsqu'il s'agit de la course la plus folle de l'histoire. 2 points séparent Tommy Mäkinen de Carlos Sainz au classement mondial avant même le départ de cette ultime épreuve du championnat. Je vous spoil dès le début, voici la scène finale. Mäkinen, à son hôtel, sur le point de rentrer, reçoit un coup de fil et apprend qu'il est champion du monde. À des centaines de kilomètres de là, Sainz vient de perdre le titre à quelques mètres de l'arrivée. Alors comment on en est arrivé là? Laissez-moi vous raconter la course de rallye la plus folle de l'histoire. On est en 1998, en Grande-Bretagne. Le titre se joue entre Mäkinen, double champion du monde, et Carlos Sainz, éternel second et père d'un certain... La victoire de Carlos Sainz. Il l'a fait, Carlos Sainz. Comme on est en Angleterre, il pleut. Les conditions sont vraiment dégueulasses et des accidents ont lieu dès la première journée. Freezing cold hands, freezing cold toes, but it's good fun. Alors sur la route, un accident va se produire. Mäkinen casse sa roue arrière droite. Il a glissé à cause d'une fuite d'huile d'une voiture passée avant. Mais Mäkinen, leader du championnat du monde, continue sur 3 roues. Mais Mäkinen ne veut pas abdiquer. Carlos Sainz, qui était deuxième, dépasse son adversaire, le feu au derrière, littéralement. Ça, c'était jusqu'à l'arrivée du policier. Il continuera ainsi jusqu'à ce qu'un policier n'en décide autrement sur le routier. Et oui, le rallye se déroule sur des spéciales. En dehors, il faut respecter le code de la route et rouler sur 3 roues, c'est pas... Ouais. Petite bière? Vous n'avez pas pu négocier? Que vous a dit le policier? Que nous devions abandonner, c'est clair. Ça a été plus dur de les rattraper et que de leur faire comprendre qu'ils devaient arrêter la course. Alors une polémique éclate. À propos de cette tache d'huile, il faut dire que plusieurs pilotes ont frôlé l'accident, y compris Carlos Sainz. Nous avons été avec beaucoup de chance aujourd'hui. C'est Sulman Tommy qui l'a sorti. En attendant, Mäkinen est hors jeu et quand on demande à Carlos qui a l'avantage, voici sa réponse. 99% myself, 1% Mäkinen. Ouais, il a de quoi rire, c'est moins le cas du côté de Mäkinen. Le deuxième jour, c'est l'hécatombe. Macré se crache. Harry Vatanen casse son moteur. Hélas, la mécanique en décidera autrement. Oriol a des problèmes électriques et le petit frère de Macré n'a plus de phare. Nuit, jour, nuit. Je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Même Sainz se fera surprendre cette nuit-là. Ça y va. Oh, il va. Et quand on lui demande à quelle vitesse il allait avant de sortir, Fast. Une chaleur qui lui coûte la 3e place. alors c'est décidé, pour la dernière journée, il ne prendra aucun risque. The percentage you're driving at? Sometimes 20%.
Il est alors champion du monde quand soudain, à 300 mètres de l'arrivée, des flammes apparaissent sous sa voiture. Personne n'aurait pu imaginer ce qui va suivre. La voiture ne redémarre pas. Voyant ses adversaires lui passer à côté, Salvatore Servia, son copilote, explose son casque. On essaye de pousser la voiture, mais rien ne fonctionne. Did you try pushing the car? No way. À l'arrivée, son équipe l'attend, on se questionne. Bruno, we were expecting Carlos. What happened? He's here, 300 meters, unbelievable. 300 meters, you can run to. He's there. Mais il ne viendra pas, seul, inconsolable. Au même moment, comme je vous l'avais annoncé, Häkkinen apprend qu'il est champion du monde. Deux destins liés à des centaines de kilomètres d'écart. What a way to finish the year. Yeah. Not so lucky again. But okay. That's life. Si le retour à la réalité sera dur pour Sainz, Häkkinen profitera de son podium. Une question demeurera alors. Qu'est-il arrivé à la voiture de Carlos Sainz ce 25 novembre 1998 ? Wow, j'ai adoré cette histoire. C'est fou de se dire qu'après des milliers de kilomètres, après avoir parcouru le monde entier, sa voiture l'a lâché à 300 mètres de l'arrivée. Après, il vaut peut-être mieux ne pas passer l'arrivée que la passer comme Ryan Newman. Nous sommes dans une course de NASCAR. 209e et dernier tour. Newman, numéro 6, est en passe de remporter l'une des courses les plus prestigieuses au monde, le Daytona 500, lorsqu'à quelques mètres de l'arrivée, sa voiture sera heurtée violemment et projetée sur plusieurs mètres, mais il passera bien l'arrivée en 4e position. L'inquiétude naît alors, puisque son père l'appelle à la radio. Aucune réponse. Newman sera alors transféré à l'hôpital et sortira après 2 jours de soins. Il retrouvera ses enfants, mais surtout la piste. Bon, comme c'est un bon américain, avec son t-shirt et sa bouteille de coca, il expliquera qu'il remercie Dieu de lui avoir sauvé la vie et gardera sa voiture détruite dans un énorme garage. I mean, yeah, it's junk. Like, it literally is junk. Pourquoi pas? Alors si la séquence semble directement tirée d'un jeu vidéo, attendez de voir la prochaine histoire. Je vous présente Ross Chastain. Ross Chastain, oh my word. Alors, est-ce que vous pensiez que ça allait être payant et qu'est-ce qui vous est passé par l'esprit? J'avais vu ça dans un jeu vidéo, je me suis dit est-ce que ça marcherait en vrai? Et là j'avais pas le choix. Ouais, ce qu'il a fait tient du miracle. Si bien que le règlement de la NASCAR va changer après cette course. Nous sommes en demi-finale de la Xfinity 500, les 5 premiers sont qualifiés. Problème, Ross est 10e avant le dernier virage, alors il fait ça. Et Chastain est à l'extérieur sur le mur. Le tour il passe devant Hamlin. Incroyable ce qu'il a fait Chastain. Vous ne rêvez pas, le gars a mis à fond dans le mur. Take a look at what he did. I have never seen anything Il se sert du mur. Je n'ai jamais vu ça depuis Il se sert du mur pour tourner. Il se sert du mur comme dans les jeux vidéo. Ça met les journalistes dans cet état. Je sais pas, je suis choqué. Mais surtout, il gagne 5 places, les 5 qui lui manquaient. Il a fait un move de jeu vidéo, il aurait pu en mourir, le stade et son équipe n'en reviennent pas. Alors je sais que vous allez tous être déçus, mais en raison du caractère dangereux et aussi parce que c'est un peu de la triche, ce move n'est plus autorisé en NASCAR. Nous nous souviendrons que cette fois-là, Ross voulait vraiment gagner. A l'inverse, imaginez une course où personne ne veut gagner. Changeons de localisation, direction Monaco, de sport et d'année. On est en 1982 pour ce qui sera appelé le pire dernier tour de l'histoire. Le 23 mai, la pluie commence à tomber sur Monaco, transformant le circuit en une véritable patinoire. Plus le temps passe, plus l'orage s'intensifie, alors Alain Prost, qui était en tête, demande l'arrêt de la course, mais il perd le contrôle de sa voiture qui s'éclate contre les barrières. Oh my goodness, what about Patrese now? Blessé, il ne repartira pas. Le premier domino est tombé, la réaction en chaîne sera folle. And he is on his way to his first Grand Prix victory. C'est donc Ricardo Patrese qui se retrouve en tête à un tour de la fin. Patrese glisse sur une flaque d'eau au virage de l'hôtel et sa voiture fait un tête à queue. Rien de cassé, mais il cale. Rappelez-vous, le tour ne fait alors que commencer. Derrière lui, Didier Pironi passe, mais à quelques virages de l'arrivée, sa voiture commence à ralentir, puis s'arrête. C'est un court-circuit. Allez, démarre.
Andrea de Cesaris voit alors l'opportunité de sa carrière. Mais quand les caméras se braquent sur lui, il ne reste plus qu'une voiture abandonnée, panne d'essence. On regarde derrière et c'est Derek Daly en 4e position qui semble être le premier. Problème, à cause d'une piste glissante, sa monoplace a souffert. Sa boîte de vitesse cède, il doit abandonner. Il n'y a plus de pilote sur la piste, les autres s'étant fait prendre un tour quand soudain une F1 passe l'arrivée. Eh bien, Ricardo Patrese vient de gagner. Souvenez-vous, il était bloqué dans ce virage, mais il a une particularité, il est en pente. Alors, aidé par les commissaires, sa voiture sera poussée et il redémarrera sous les radars. Il apprendra plus tard à avoir gagné cette course. Et je peux pas terminer cette histoire sans vous parler du podium. Et oui, parce que Patrese gagne, mais on remet au 5e le prix du second. T'es con ou quoi? Là, c'était le bazar, mais pas autant que 14 ans plus tard, au même endroit. 75 laps of the Monaco Grand Prix. Monaco 1996. Ouh, la course qui se terminera à 3 pilotes. Dès la grille, on s'attend à un Grand Prix compliqué. Qu'est-ce que ça donne l'adhérence de la piste? C'est bien sûr très glissant. Le problème ici, c'est donc les rails qui sont bien sûr très près. Il n'y a pas de gravier. On a donc 21 voitures au départ. La grille de départ maintenant. Oui, 21 puisque Montermini a craché sa voiture au tour de reconnaissance. Prudence, pas du tout puisqu'il y a déjà... Le départ est donné. Ça part. Prudence ici pour ce premier virage. Et très vite on retrouve Jos Verstappen. Le père du monstre. Qui est Verstappen et qui a mis son arrose dans le mur. Dans le premier tour, on perd aussi Pedro Lamy et Fisichella qui s'accrochent ensemble. Quand d'un coup, les caméras se braquent sur un homme. Michael Schumacher n'aura pas bouclé un tour dans ce Grand Prix de Monaco. Le roi Schumacher fonce dans une barrière, c'est terminé. En tout, à la fin du premier tour, ils ne sont déjà plus que 15. Regardez comment les voitures glissent, évidemment. Les tours suivants seront une hécatombe. En plus de la pluie, les moteurs souffrent. Le 10e à abandonner sera le leader, Damon Hill. C'est Damon Hill, moteur cassé, sur le pneu. Damon Hill qui abandonne. Certains abandonnent, d'autres s'accrochent. Caméra intérieure, est-ce que c'est passé? Non, il a touché. 3 minutes de la fin, on perd 3 F1. Oh ah. Alors là, c'est une collision entre Irvine, Salo et Hakkinen. Et Hakkinen, qu'est-ce qu'il va faire, Hakkinen? Attention. Ils ne sont alors dans le dernier tour plus que 3. Dernière accélération. Olivier Panis gagne ici son premier Grand Prix de Monaco. Le dernier est donc sur le podium. Bon, c'est vrai, à Monaco, la météo est parfois mauvaise, mais ce n'est rien à côté de ça. Tout est normal. Non, vous ne rêvez pas, c'est un désastre qui se déroule sous vos yeux. Nous allons parler des 24 heures du Nürburgring, surnommé l'Enfer Vert. « 25 km, 154 virages, des dénivelés impressionnants. » Cette séquence, vous l'avez peut-être connue, a été reproduite dans le film Gran Turismo l'année dernière. Le circuit est redoutable de jour comme de nuit. Ok, c'est pas passé loin là. Alors on est en 2016 pour une édition qui tient déjà toutes ses promesses. Quand soudain, après à peine 1 heure, vient s'ajouter à ce cocktail la pluie. Regardez, c'est du verglas. C'est du verglas là-bas. Avec des voitures qui partent dans tous les sens. C'est un festival de glissade. Et attendez, c'est pas fini. Ce qui était une simple pluie devient une terrible tempête. On ne voit plus rien, des voitures s'aventurent partout, le drapeau rouge est donné. La course s'arrête, mais les voitures sont immobilisées sur une piste inondée. Les spectateurs se ruent sous des abris, certains même quittent le circuit. C'est 3 heures plus tard que la petite Golf pourra faire son rôle de safety car et chacun repartir sur une piste encore bien trempée, avec quand même 35 abandons. Ça méritait bien une belle arrivée. Allez, le bitume ça va 5 minutes, mais il est temps de passer aux choses sérieuses. Pour ça, direction les Pays-Bas et plus précisément la plage. Je vous présente le Red Bull Knockout. Vous y trouverez un terrain extrême, imaginez le Touquet, c'est pire. Des passages quasiment impossibles, franchissements, sauts, vagues, une piste très large et forcément beaucoup de chutes. Qu'est-ce que c'est? La course dure 2 heures, mais dans la deuxième, vous devez passer la X-Loop. Une partie quasiment infranchissable. Ah oui, durant la course, on ramène Sébastien Loeb sur la piste pour parader avec Jeffrey Herlings et la motosurf de Robbie Madison sur la mer. Pour
pourquoi pas. Vous savez quoi? J'ai envoyé un message à ce gars, Camille Chapelière, un des meilleurs Français dans le sable. Écoutez, c'est dingue. Hello la mythe, mais en gros on partait pour la première manche, c'était mid-pilote. Ils ouvraient la X-Loop Station et en fait tu rentrais dans un endroit où il y avait des immenses tas de sable de la hauteur d'une maison. Derrière chaque tas de sable il y avait des motos empilées parce que bah, c'était un vrai carnage. Hein. Et ensuite ça faisait un virage droite et on partait pour traverser les troncs d'arbres. Donc je te laisse imaginer déjà dans du sable mouillé, une fois que l'écorce était enlevée, bah, t'avais des trucs, c'était des patinoires. Donc autant te dire que t'avais le cœur qui prenait un peu de tour. Allez, puisqu'on parle de moto, vous me l'avez demandé, direction le MotoGP. Alors, juste un peu moins vite, on parle de Moto 3. Une catégorie de moto légèrement moins puissante réservée aux jeunes loups de la discipline. Et ces dernières années, il y en a un qui a surpassé tout le monde. Le voici à 14 ans sur une Honda 600. Son nom? Hi, I'm Pedro Acosta. Pedro Acosta. Pour lui, la course est un jeu et c'est lui qui tient les manettes. À Doha, il y a 3 ans, il va en faire la plus grande démonstration. Deux grilles se forment. Pedro est dans le second groupe, en pit lane. En cause, une sanction due à des dépassements dangereux la veille, en qualif. Il part 11 secondes après le premier groupe pour une course de 18 tours. Acosta, 5.5 seconds behind your race leader. Dès le premier tour, il prend le lead de son groupe et part à la chasse des premiers. Il va mettre 11 tours à remonter, il reste alors 7 tours. Pedro bénéficie enfin de l'aspiration forte des Moto 3. À ce moment-là, il débranche. Certains tombent juste devant lui. Il esquive. Intérieur, extérieur, il est partout. À 3 tours de la fin, il passe 7ème, puis 5 à 2 tours. Juste avant le dernier tour, il passe en tête. Tout le monde à sa chasse. Dans la dernière ligne droite, le deuxième se rapproche, prend l'aspiration. Pedro résiste et pour quelques mètres, gagne. À 16 ans, il vient d'envoyer un message fort. Il aura même une attention d'un pilote particulier qui avoue l'attendre en duel. Yes, I'm waiting for him. Et si vous voulez des nouvelles de Pedro, il a grandi. Actuellement, il est 6ème de MotoGP. Alors certains diront que ce jour-là, il a eu de la chance, peut-être, mais allez dire ça à Mike Harmon. Ok, bonjour l'ambiance. Vous ne rêvez pas, l'explication de cette course va être assez courte. On est en 2002 lorsque Mike frôle la mort. Oh my dog. Pourtant, lorsque la caméra se braque sur sa voiture, il sort indemne. Salut, c'est Nino. C'est un miracle, sa voiture est complètement coupée en deux. Et si vous pensez qu'elle n'était pas si abîmée que ça, eh bien regardez ce vlog. Oh mais là il est mort, il est mort. Pour l'anecdote, ce crash est quasiment une reproduction exacte d'un accident qui a eu lieu 12 ans plus tôt au même endroit, voiture explosée. Mais cette fois-ci, le pilote allait parfaitement bien aussi. Tell mom and dad daddy's not doing too good either, but I think I'm alright. Voilà, ce virage est vraiment horrible. Pour terminer, et parce qu'on est dans le format des pires courses, il faut que je vous parle de la famille Dunlop. Imaginez une famille qui a consacré sa vie à une seule course, une course où chaque virage peut être le dernier. Tout commence avec Joey Dunlop, surnommé le roi des montagnes. 26 victoires au TT, il est le roi incontestable de l'île de Man. Mais cette histoire prend un tournant sombre en 2000. Joey participe à une course en Estonie et c'est là que tout bascule. Un accident tragique met fin à sa vie, le monde de la moto est en deuil. Mais la course ne s'arrête pas là. Robert Dunlop, le frère de Joey, reprend le flambeau. Problème, le destin est cruel. En 2008, lors des essais du Nord-Ouest 200, Robert subit un terrible accident. Il disparaîtra, lui aussi. Mais la passion, ça se transmet. Les fils de Robert, Michael et William, participent eux aussi à la Tourist Trophy. Michael en particulier remporte 19 victoires, hommage à son père et son nom. En revanche, pour William, c'est plus compliqué. La malédiction semble se poursuivre. En 2018, lors d'une course en Irlande, William est victime d'un accident mortel. William Dunlop has died during a practice run at the Skerries 100 event in Dublin. En tout, l'île de Man est la plus meurtrière. Elle a emporté plus de 250 vies. Beaucoup appellent à son interdiction. Je ne rentre pas plus dans les détails. Il existe un documentaire sur cette tragédie. Honnêtement, j'ai la place pour un épisode 3. Imola et l'histoire de Senna. C'est Senna. C'est Senna. La Bike Pix de Vatanen. Le plus long Grand Prix. L'histoire d'Alex Zanardi. Bref, j'ai de quoi écrire un épisode 3. Faites-le moi savoir en commentaire et je vous régalerai. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis pour ceux qui prendront l'abonnement au paddock, merci infiniment du soutien. On lâche pas, on continue. Nous, c'est que le début de notre course. Abonnez-vous, prenez soin de vous et à bientôt.